Salut, moi c'est Pascal, je suis monteur vidéo depuis que je suis vraiment tout petit, donc depuis très longtemps maintenant. Et ma première leçon pour cette vidéo, c'est justement de couper tout le blablabla que les gens qui vont écouter en ont absolument rien à faire. Est-ce que mon enfance t'intéresse? Non, t'es ici pour me presser comme un citron pour retirer le plus possible de mon expérience que je suis sur le point de te livrer gratuitement. Il n'y a aucun commanditaire à la vidéo, je fais pas ce genre d'affaires-là. Est-ce que je vais te demander de t'abonner à ma chaîne? Assurément pas maintenant, ça serait le pire moment de le faire. Je t'ai encore rien donné, pourquoi est-ce que tu ferais une chose comme ça? J'ai chapitré la vidéo, alors si jamais je parle de quelque chose qui t'intéresse pas, n'hésite pas à passer au chapitre suivant, je serai pas fâché. Donc, oublie surtout pas la première leçon, quand tu fais ton montage, sois concis. Fais pas perdre le temps à ton audience. OK, on saute à l'action. Chapitre numéro 1, il va falloir que tu achètes ton logiciel de montage. Et dans notre cas, Final Cut Pro, c'est disponible dans le Mac App Store sur ton ordinateur. Mais quand tu vas aller l'acheter, c'est possible que tu vois d'autres logiciels complémentaires. Alors, on va voir ensemble à quoi chacun d'entre eux sert. Le premier étant bien sûr Final Cut Pro. Si tu es à la recherche d'un logiciel pour faire des coupures, des transitions, ajouter des effets, de la correction de couleurs, des textes, ce genre d'affaires-là, c'est le logiciel que tu veux. Le deuxième, c'est Motion. C'est un logiciel d'effets et d'animation. Il fonctionne en arrière-plan de Final Cut, mais il peut aussi être utilisé seul. C'est comme un peu le After Effects de Adobe Premiere. Le troisième, c'est Compressor. Lui, c'est un logiciel qui roule aussi en arrière-plan de Final Cut, mais qui peut être utilisé à part si jamais tu as des besoins plus spécifiques quant à la compression de tes vidéos. Sache que si tu n'es pas certain de ton achat de Final Cut, Apple offre toujours un essai de 90 jours que tu peux accéder par le lien dans la description. Je veux également préciser que pour la suite, je vais à plusieurs reprises te montrer des enregistrements de mon écran et tu vas sûrement remarquer que tout est en anglais. Souvent, quand je fais mes tutoriels, je prends la peine de changer la langue de l'appareil que j'utilise pour le mettre en français parce que j'utilise absolument tous mes appareils en anglais. Mais pour le montage vidéo, je vais garder tout ça en anglais tout simplement parce que je t'encourage très fortement à utiliser Final Cut en anglais. Premièrement, parce qu'à chaque fois que tu vas chercher quelque chose sur Final Cut, sur Internet, tu vas beaucoup plus te casser la tête pour réussir à trouver ta réponse en français. Et si tu réussis à trouver ta réponse en anglais et que ton logiciel est en français, il va falloir que tu t'amuses à essayer de traduire les termes. Et il y a énormément de termes sur le logiciel en français qui sont ridicules. Et enfin, probablement une des raisons les plus importantes, ça risque de te créer des bugs de compatibilité si jamais tu veux intégrer des plugins ou ça risque de te créer des problèmes de compatibilité ou juste des bugs en général. Je te conseille fortement d'utiliser Final Cut en anglais. C'est fréquent, quand je dis des affaires comme ça, il y a toujours des sceptiques. Fais comme tu veux, je suis pas là pour te juger. Mais j'encourage toujours les gens à utiliser leur appareil électronique ou leur logiciel dans leur langue d'origine, soit l'anglais. D'ailleurs, je m'excuse d'avance, je vais probablement utiliser quelques anglicismes au cours de la vidéo. Chapitre numéro 2. Créer ta bibliothèque ou la library. C'est la première chose que tu dois faire avant même de commencer un projet. Donc, une fois que tu as acheté ton Final Cut et que tu as ouvert l'application, tu dois te créer une library. L'idée, c'est d'avoir une librairie pour chaque client ou projet que tu vas faire. On saute sur mon ordinateur, je te montre de quoi ça a l'air avec tous mes projets. Donc voilà pour l'exemple, on est sur mon Final Cut. Ce que tu vois ici à gauche, c'est justement des librairies. Donc dans une librairie, on va retrouver dans le fond tout ce qu'il y a dans ton projet, si on veut. Donc tu vois ici, ça c'est ma librairie How To 2023. Donc depuis le début de l'année, toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne-ci se retrouvent qu'à être dans cette librairie-là. Et si on descend plus bas, ben, on va retrouver tous les fichiers vidéo, audio que j'ai utilisés pour faire mes vidéos à date cette année. Donc si on va se déplacer ici, ben, tu vois, on a mon autre chaîne, le Studio de Pascal. J'ai une autre vidéo que j'ai faite sur l'escalade de glace. Donc tu vois, l'escalade de glace, ça représente une
librairie parce que c'est un projet tout seul qui comporte beaucoup de médias. Tu vois, j'ai ma chaîne de déballage et de critique ici. Donc, c'est tout classé ici par chaîne et j'ai mes vidéos de l'année. Et là, maintenant, quand je commence à en avoir trop, je change de bibliothèque. Tu vois, j'ai une bibliothèque Fiverr pour quand je fais des narrations pour des clients. Et là, à l'intérieur de ça, c'est classé par événements. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard, les événements. Sinon, tu vois ici, j'ai un autre client pour qui je travaille souvent ici. Si on rentre dedans comme ça a l'air tout pêle-mêle, il y a beaucoup trop de choses, mais si on vient l'ouvrir, là, je suis capable d'aller voir chacun des projets. Donc, quand je fais un projet pour eux autres, on va y revenir plus tard à ça. On reste aux librairies. Et tu vois aussi, j'ai toujours celle-là ici sur le côté. C'est des effets audio que je me garde pour avoir un accès rapide. Il y a d'autres façons d'accéder à tout ce qui est audio. Mais pour ceux-là, comme je les utilise souvent, j'aime ça me garder une librairie avec tout ça ici, toujours accessible sur le côté. Et donc voilà, quand tu as terminé avec une librairie, tu peux soit la fermer complètement ou juste faire disparaître un peu tout ce qu'il y a dedans pour que ça soit beaucoup plus petit, comme celle-ci qui prend plus de place. Donc, en résumé, une librairie, c'est une façon de classer tous tes projets. Donc, maintenant que tu comprends bien à quoi sert une librairie, quand tu vas te créer une nouvelle librairie, il va falloir que tu sélectionnes un endroit où est-ce que tu veux l'enregistrer. Je te recommande très fortement de l'enregistrer sur un très bon SSD externe si tu n'en as pas un bon, rapide et gros à l'interne de ton ordinateur. Si tu viens de ma première leçon, fais pas perdre de temps aux gens qui écoutent ta vidéo. En ce moment, j'ai vraiment le goût de te parler de disques de montage, mais j'ai peur que ça n'intéresse pas tout le monde qui écoute la vidéo parce qu'on s'éloigne du sujet principal de la vidéo, le montage sur Final Cut. Et ça va arriver encore à quelques reprises au courant de la vidéo. C'est pour ça que dans la description, je t'ai laissé une tonne de liens vers d'autres vidéos que j'ai déjà enregistrées en complément à celles que tu es en train de regarder. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur les disques de montage, tu peux mettre la vidéo en pause et va voir la vidéo numéro 1 dans la description. On retourne à notre fameuse création de notre première librairie. Il va falloir que tu mettes les paramètres d'importation à Leave Files in Place ou laisser les fichiers en place. Si tu ne fais pas ça, Final Cut va copier absolument chacun des fichiers que tu vas utiliser dans ta librairie. Ça veut dire que si tu travailles sur un projet et que tu as 500 GB de vidéos que tu as besoin d'utiliser pour ton fameux projet, ça va prendre au minimum 1 TB d'espace sur ton disque parce que chacun des fichiers va être dupliqué dans la librairie. L'avantage que ça donne de tout copier, c'est que ça t'assure de jamais perdre le lien vers tes fameux fichiers. Mais je trouve que le prix pour un si petit avantage est vraiment énorme. Quand tu demandes à Final Cut de laisser les fichiers en place, tout ce qu'il fait, c'est qu'il note le nom du fichier et son emplacement sur le disque. C'est pour ça que quand tu travailles comme ça, c'est primordial que tu ne déplaces jamais un fichier d'un dossier à l'autre ou que tu renommes n'importe quel fichier ou dossier. Si tu le fais, tu risques de te ramasser avec des alertes de fichiers manquants. C'est quand même pas la fin du monde, tu peux toujours les relier si jamais ça t'arrive et la plupart du temps, Final Cut est capable de faire les liens automatiquement quand tu fais des modifications dans tes fichiers alors que le logiciel est en marche. Mais quand même, c'est une très bonne habitude de ne jamais déplacer ni renommer ces fichiers ou dossiers quand on fait du montage vidéo. Ensuite, tu vas vouloir désactiver le Background Render, le rendu en arrière-plan. Ça, c'est pour éviter de créer automatiquement et surtout inutilement des énormes fichiers sur ton disque. Je dois d'abord expliquer c'est quoi un rendu. À la base, quand tu prends un fichier vidéo et que tu l'importes dans Final Cut, c'est un fichier vidéo. Final Cut peut le lire comme n'importe quel lecteur de médias sur ton ordinateur. Mais à chaque fois que tu vas ajouter un titre, un zoom, une correction de couleur, un autre titre, c'est tous des effets que Final Cut doit générer par-dessus la vidéo en temps réel à chaque fois que tu te déplaces sur la ligne de temps. Et ça, c'est vraiment très difficile pour ton ordinateur. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas ajouter un effet sur un clip, tu vas voir une série de points blancs apparaître juste au-dessus. Si l'effet qui t'ajoute, c'est juste un titre,
ça devrait aller. Ton ordinateur devrait être capable de le gérer en temps réel. Mais ça se peut qu'il y ait de la misère à le gérer s'il y a un effet. Mais si jamais tu ajoutes quelques couches et que ça devient vraiment trop compliqué, tu devrais faire un rendu. En gros, le rendu, c'est simplement la compilation de tout ce que tu as fait qui est enregistré sous un format vidéo pour que ton ordinateur n'ait qu'à lire un fichier vidéo plutôt que de lire un fichier vidéo et de générer tous ces effets en temps réel. Mais le truc avec les rendus, c'est que ça prend énormément d'espace sur ton disque. Et c'est exactement pour ça que je désactive le rendu automatique, le Background Render. Sinon, à chaque fois que tu vas faire une modification sur un effet, et peut-être même que tu ne l'as pas fini, tu es juste en train de le construire, mais à chaque fois que tu fais une modification, Final Cut va recréer un fichier vidéo, un autre fichier de rendu, et un autre, et un autre, et un autre, et sans jamais supprimer les plus anciens. Donc, c'est possible que si tu peaufines une certaine section de ta vidéo pendant un certain temps, que tu te ramasses de 20 à 30 ou peut-être même beaucoup plus de fichiers de rendu sur ton disque qui servent absolument à rien. Donc, en désactivant le Background Render, c'est moi qui choisis à quel moment je veux faire un rendu et sur quelle partie je veux le faire. Je dois simplement sélectionner la section que je veux et appuyer sur CTRL-R pour le démarrer. R comme rendu. Et je peux suivre le progrès en haut à gauche de l'écran. Enfin, si quand même tu te ramasses avec plusieurs fichiers de rendu inutiles et que ça prend beaucoup d'espace sur ton disque, je peux te montrer comment les supprimer. En fait, je peux te montrer comment les supprimer si tu vas voir la vidéo numéro 9 dans la description. Ensuite, on passe à la section d'aperçu. Je l'utilise personnellement sur Better Quality, ou meilleure qualité, mais si ton ordinateur a de la difficulté à rouler parce qu'il n'est pas assez rapide et que tu ne veux pas passer ton temps à faire des rendus, tu devrais considérer l'utiliser en performance. Quand tu vas faire la lecture de ton projet, tu vas réaliser dans ta fenêtre d'aperçu que tout est plus pixelisé. Mais inquiète-toi pas, ça ne change absolument rien à ton produit final. C'est seulement pour ton aperçu que tout est plus pixelisé. Et tu vas voir que quand tu mets ta vidéo en pause, tout retourne à la normale. C'est vraiment juste pour t'aider à ce que tout soit plus fluide et facile à gérer pour ton ordinateur pendant que tu fais ton montage. On va ensuite parler de la sauvegarde du projet. Et ça, c'est vraiment un point super fort de Final Cut. Tu n'as jamais besoin de penser à sauvegarder. Tout ce que tu fais est instantanément sauvegardé. Si Final Cut plante, et ça arrive parfois, et quand je dis parfois, c'est pas comme à chaque demi-heure avec Adobe Premiere, c'est vraiment de temps en temps. En fait, je sais même pas c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé. Je dirais que ça m'arrive environ 5 fois par année, ce qui est quand même vraiment très bien pour quelqu'un comme moi qui monte entre 800 et 1000 vidéos par année. Et quand ça plante, le pire qui peut t'arriver quand tu réouvres Final Cut, c'est que tu vas peut-être avoir perdu ta dernière manipulation. Maintenant, si tu as fait une erreur et que tu t'en rends compte beaucoup plus tard et que tu veux retourner à une plus vieille version, tu peux retourner dans les archives des librairies. C'est des sauvegardes qui sont générées automatiquement de temps en temps et tu peux retourner voir de quoi ton projet avait l'air il y a quelques minutes, heures ou quelques jours. Ah oui, et ton fichier de sauvegarde, c'est justement la librairie qu'on a créée au tout début, la library. Chapitre numéro 3, on va créer un projet. Et quand je parle de projet, c'est la vidéo que tu vas faire. Donc, tantôt, on a vu ici à gauche qu'on avait des librairies qui étaient en quelque sorte des dossiers de projets. Et à l'intérieur, tu peux te créer des projets. Donc, en ce moment, tu vois, je suis en train de travailler sur ce projet-là ici, cette vidéo-là. Donc, c'est la vidéo que tu es en train de regarder, que je suis en train de monter. C'est la vidéo 074, premier pas dans Final Cut Pro, tutoriel pour monteur vidéo débutant. Voilà, donc c'est celle-là. Donc maintenant, si je veux créer un nouveau projet, on va venir dans File, New, Project, et là ici, tu peux retenir le raccourci commande N pour New. Donc on clique là-dessus, et là, c'est le temps de rentrer quelques paramètres à ton projet. Sois organisé. Donne un nom à ton projet. En ce moment, ça peut sembler vraiment anodin de prendre le temps de nommer son projet,
Mais plus ton projet va avancer, plus il va y avoir de matériel dedans et plus ça va être difficile de se retrouver. Donc, à chaque fois que tu importes ou que tu crées quelque chose, prends le temps de le nommer, ça va te sauver beaucoup de temps. Le 10 secondes que tu vas prendre à nommer ton projet va peut-être t'en faire sauver 15 d'ici à ce que tu le termines. Ensuite, sélectionne l'événement. Ça, c'est optionnel. Personnellement, je m'en sers surtout quand je travaille pour un client. Mon client a sa propre bibliothèque et dans la bibliothèque, on retrouve ses projets. Donc, à chaque fois qu'il m'envoie un nouveau projet sur lequel il veut que je travaille, plutôt que de créer une nouvelle librairie, je vais créer un nouvel événement. Le timecode. Si tu ne sais pas c'est quoi, tu n'en as probablement pas besoin. Moi-même, personnellement, je ne l'utilise pas dans Final Cut, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à part le fait que le timecode, c'est quelque chose que tu peux programmer dans tes caméras, tes microphones et toutes ces choses-là pour les synchroniser ensemble. Personnellement, j'essaie de travailler avec un micro qui est branché directement dans ma caméra et j'évite de faire ces choses-là, sinon je fais des synchronisations avec le son. Ensuite, tu dois choisir ta résolution. Les plus communs, le 1080p, soit HD, le 4K ou le format vertical qui est devenu populaire. Tu devrais sélectionner le format vidéo que tu as utilisé pour filmer avec ta caméra. Si tu as besoin de conseils à ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo numéro 2 dans la description. Le framerate ou la fréquence d'image. Ça, je m'en fous complètement. Tu peux choisir ce que tu veux, mais ce qui est important, c'est que tu fasses un choix et que tu t'y tiennes. Tu peux prendre du 24 ou du 30 FPS. FPS, c'est pour frame per second ou image par seconde. Et vraiment, tu peux prendre tout ce que tu veux. Pour moi, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Mais ce qui est vraiment important, c'est que tu t'y tiennes. Donc, en ce moment, si tu as déjà filmé quelque chose avec ta caméra, regarde la fréquence d'image que tu as utilisée avec ta caméra et utilise la même sur Final Cut. Ça, c'est vraiment important. Ton projet doit absolument être dans la même fréquence d'image que les vidéos que tu y intègres. Ça, c'est vraiment important. Si tu veux m'entendre en parler un peu plus en détail, je t'invite à regarder la vidéo numéro 3 dans la description. Le rendering ou le rendu. Comme on parlait un peu plus tôt, les fichiers de rendu qui prennent beaucoup de place sur ton disque, c'est exactement de quoi il est question ici. Apple ProRes, c'est un codec vidéo très lourd, mais facile à lire pour ton ordinateur. La plupart des fichiers vidéo que tu utilises dans la vie de tous les jours sont, par exemple, en H264. Ça, c'est un format qui a été pensé pour être partagé et non pour être édité. Donc, quand Final Cut se fait un fichier de rendu, il le fait dans un format qui lui est favorable. Et ce format, c'est du Apple ProRes. Tu as le choix d'une panoplie de ProRes et je te recommande le 422LT parce que c'est celui qui est le plus léger. Encore là, ça ne change absolument rien à ton produit final, c'est seulement pour l'aperçu. Si tu veux en savoir plus sur les formats vidéo, je te recommande la vidéo numéro 4 dans la description. On parle maintenant de l'audio. Si tu es nouveau dans le monde du montage vidéo, probablement que stéréo est le bon choix pour toi. C'est pas mal ce qu'il y a de plus standard. Stéréo, ça veut dire 2 canaux, donc gauche et droite. Autrement, tu pourrais aller vers Surround, mais ça voudrait dire que tu travailles sur un projet avec plus de canaux. Et ensuite, le Sample Rate, ou le taux d'échantillonnage, je te recommande de le laisser à 48 kHz. C'est la fréquence d'enregistrement la plus couramment utilisée. Mais si ton enregistreur utilise une fréquence plus élevée, je te recommande d'utiliser la même pour rien perdre de ta qualité d'enregistrement. Enfin, il ne te reste plus qu'à appuyer sur OK pour créer ton projet. Et tu vois maintenant, mon projet Patate se retrouve juste ici et on va maintenant pouvoir commencer à travailler dessus. Chapitre numéro 4, on va maintenant voir comment fonctionne l'interface de Final Cut. Et pour ça, on saute sur mon ordi. Alors, nous voilà sur mon Final Cut, sur le projet que je suis en train de monter, c'est-à-dire celui que tu regardes. On va regarder ensemble comment chacune des fenêtres un peu partout fonctionne et qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Mais avant tout, c'est possible que ce que tu vois n'est pas pareil comme ce que j'ai en ce moment. Alors, pour s'assurer qu'on voit la même chose, ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller dans Window et de descendre sur Workspace et de prendre le Workspace
Default. Si par exemple tu étais sur Color and Effect, ben, tu pourrais avoir une page qui ressemble à ça, puis là on serait perdu un peu. Donc vraiment important, Window, Workspace, Default. On va revoir les autres un peu plus tard. Et sache aussi que si tu en viens ici dans Show and Workspace, tu peux sélectionner ce que tu veux voir. Donc ça, tu peux toujours ajuster ça comme tu veux et tu peux même te personnaliser une page et la sauvegarder comme ça. Personnellement, je passe juste mon temps à aller entre Default et Color and Effect. C'est les deux seuls que j'utilise. Mais on va continuer pour la suite avec Default. La première section qu'on va aller observer, c'est la boîte à médias qui se trouve qu'à être dans le fond tout ce qui se trouve ici. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est comme on a vu un peu plus tôt, ici à gauche. Et là, attention, il y a 3 sections ici. Donc là, on parle vraiment de la première section, celle avec le petit logo de film ici. C'est là-dedans qu'on va vraiment retrouver nos médias qu'on va importer. Donc là, tu vois, quand je m'en viens sur How To ici, je peux cliquer ici pour l'ouvrir, mais j'ai rien de plus dans celle-là, contrairement à une comme celle-ci où est-ce que j'ai plein d'événements. Ici, dans le fond, on a tous mes médias et si je remonte jusqu'en haut, ben là, on va pouvoir voir tous les projets que j'ai fait cette année. Donc ça, ici, quand tu vois les petites bandes en haut, c'est que c'est un projet. Donc si je clique dessus, je vois le fameux projet, on voit mes enregistrements. Et quand on descend plus bas, là, c'est tout ce que... Dès que tu importes quelque chose sur ton timeline en bas, ben, ça vient s'ajouter ici dans la boîte à médias. Les clips sont en dessous des projets. Donc je peux retourner dans le projet que je suis en train de monter, juste ici. Voilà. Tu peux aussi agrandir cette section-là, soit en venant déplacer ça ici de gauche à droite. Et si tu recliques sur la boîte à médias, bien, ça va cacher dans le fond la bande de gauche pour donner plus de place à tous tes médias qui sont là. Ensuite de ça, on a une deuxième page. Celle-là est connectée à iPhoto. Je ne mets jamais rien là-dedans, donc il n'y a rien. À iTunes, qui ne me sert non plus absolument à rien. Apple TV, pour vrai, j'ai aucune idée vraiment c'est quoi puis pourquoi j'ai quelque chose là-dedans. La seule section que j'utilise, c'est Sound Effect. Donc, tu peux ajouter des effets sonores à ta librairie. Il y en a même qui viennent avec si tu as GarageBand ou certains logiciels de Apple qui vont inclure de la musique. Donc voilà, ça t'en fait quelques-uns qui sont là. Et tu peux aussi en ajouter. Si ça tu veux le faire, je vais t'ajouter une vidéo dans la description pour que je puisse te montrer comment aller en ajouter. Et ce qui est intéressant, c'est aussi tu peux faire une recherche là-dedans, comme il y en a énormément. Donc si je veux un bruit d'auto, ben, tu vois, je peux marquer car et là j'ai tout ce qui a rapport à si je veux une police, un petit peu moins. Non, il y a quand même plusieurs choses de police. Si je veux une ambiance, quelque chose, bref, je peux faire une recherche et trouver rapidement ce que je recherche. Ensuite de ça, on a le dernier écran. Ça ici, c'est la section des titres et des effets. Là, tu risques de remarquer que j'en ai beaucoup plus que t'en as, si tu commences avec Final Cut, c'est qu'il y en a beaucoup que j'ai acheté. De ce qui vient avec de base, il y a quand même beaucoup de choses, mais le seul que j'utilise se trouve dans Bumper Opener et c'est le Basic Title. Qu'est-ce que c'est? C'est rien de compliqué. C'est un titre. Et ce que j'aime de celui-là, parce que si on va voir les autres titres que tu as, c'est quand même tout très quétaine. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à utiliser dans ce qui vient avec. Ça fait quétaine. Une belle petite étoile. Donc, le titre ici, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le déplacer, si on va le revoir un petit peu plus tard, mais tu peux écrire ce que tu veux, tu peux changer ta police, tu peux faire vraiment ce que tu veux, tu peux lui créer, tu peux venir le bouger, le mettre, lui donner un angle, le rapetisser, l'agrandir, le déplacer. Tu peux faire ce que tu veux avec, donc c'est pour ça que je l'aime. Il est simple et tu peux faire ce que tu veux avec. La seule autre chose de base que je vais utiliser, ça se trouve complètement en bas. Donc là, tu vois, ça c'est tous mes titres. Mais si on vient dans Générateur, il y en a un qui est intéressant. Si tu viens dans Solide,
custom, ça ici, c'est quelque chose que tu peux ajouter. Puis dans le fond, c'est exactement ça que j'ai ici. C'est un fond noir, tout simplement, que tu peux, et là je vais rapidement parce qu'on va le revoir un peu plus tard, mais tu peux aussi le changer de couleur et tu peux le mettre la couleur que tu veux. On va garder ça en noir. Mais sinon, le reste, c'est quand même encore des trucs vraiment quétaines. Qu'est-ce qui vient avec dans le background? C'est ce genre d'affaires-là que tu vas avoir de base. Toutes des trucs que tu veux vraiment pas utiliser. C'est affreux. Ça fait dur. C'est ça. Donc, si jamais tu veux des effets qui ont plus d'allure, des titres qui ont plus d'allure, je te présente une vidéo qui est disponible dans la description dans laquelle je t'explique mes plugins favoris et où est-ce que tu peux les acheter. On passe ensuite au viewer ou la fenêtre de visionnement. Ça, dans le fond, c'est elle, juste ici, dans laquelle on me voit parler en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Si tu viens ici, tu peux changer la grandeur à laquelle tu vois cette fenêtre. Donc, moi, je la mets toujours en mode fit, comme ça remplit l'écran. Mais des fois, tu peux avoir besoin d'aller chercher quelque chose qui se trouve à l'extérieur ou qui est perdu. Si tu mets ça à 25% ou même à 12,5%, là, tu pourrais voir, si par exemple, je vais remettre si par exemple, je m'ajoute une flèche comme ça ici, juste un exemple, et que cette flèche-là se ramassait à l'extérieur, comme ça, bien loin, je pourrais comme ça, justement, aller la rechercher et la ramener au bon endroit. Tu vas avoir certaines situations où est-ce que tu vas aussi avoir besoin de réduire pour aller rechercher quelque chose qui se trouve à l'extérieur du cadre. Et dans d'autres cas, si tu as besoin de faire quelque chose de très, très précis, tu peux aussi agrandir jusqu'à 600% et aller chercher quelque chose de très, très précis comme ça en zoomant et en te déplaçant à l'intérieur de la petite fenêtre ici où est-ce que tu vois le carré rouge qui est à l'intérieur qui représente l'endroit où est-ce qu'on est dans ce fameux cadre-là. Mais je finis toujours par aller remettre ça en fit pour pouvoir travailler normalement. Si tu viens dans la section View, tu peux aussi retrouver des trucs intéressants comme dans Overlay ici, tu peux activer le Show Title Action Safe Zone. Ça, qu'est-ce que c'est? Si tu fais du montage pour le web, ça te sera probablement jamais utile. Mais si, par exemple, je viens ajouter un titre comme ça, juste ici, et que ce titre-là, je voulais le mettre ici, là, dans le fond, ce que ça vient me dire, c'est que quand tu regardes quelque chose sur la télévision, on va toujours couper ces petites parties-là qui se trouvent ici. Ça va couper quelque part entre là et là. Donc, s'il y a un texte qui se trouve ici, c'est sûr qu'il va être coupé sur une télévision. Et s'il se trouve là, il va peut-être être coupé là. Donc, si tu fais un projet pour la télévision, vraiment, il va falloir que tu ailles le déplacer plus dans ce coin-ci pour qu'on soit sûr de le voir. Mais oui, sur le web, ça peut faire laid quand tu vois au complet parce que là, tu vas te ramasser avec ça, un titre qui est loin, alors qu'il aurait probablement été plus beau à peu près ici. Mais bon, c'est un outil que tu as et tu peux aussi avoir l'horizon si tu veux être certain qu'il y a quelque chose de droit ou ça peut t'aider à placer tes trucs. Donc, c'est des choses que tu peux activer. Et enfin, on a l'inspecteur. L'inspecteur, c'est la fenêtre qui se trouve complètement à droite ici. Et ça, c'est une fenêtre qui est super importante. C'est en quelque sorte le menu principal de Final Cut. Si tu as quelque chose à modifier, c'est certain que ça va se passer là. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que de la façon que ça fonctionne, c'est que ça va afficher ce qui est sélectionné. En ce moment, j'ai rien qui est sélectionné, mais ce qu'on voit à l'écran ici, c'est ce clip-là. Donc, j'ai le menu de ce clip-là. Si je regarde ici et que je sélectionne celui-là, tu vois qu'il est rendu en jaune, maintenant, ça va modifier tout ce qui est dans ce qui est sélectionné. Exemple, là, je vais changer de projet. Donc, je vais venir dans, ce projet-là ici. Si je sélectionne ma vidéo, là, ici, dans l'inspecteur, si je viens dans la première section, l'inspecteur de vidéo, parce que oui, il y a plusieurs options sur cette vidéo-là, on va voir les autres plus tard, là, je peux modifier tout plein de choses. Le blend mode, c'est, si par exemple, j'ajoute un titre ici,
Le blend mode, c'est comment est-ce que le texte va, je retourne ici, dans l'inspecteur vidéo, va interagir sur l'autre couche qui est en dessous. Là, il est blanc, c'est un petit peu poche comme effet de ce que ça peut donner. Ça donne une moins bonne idée, mais essaye de jouer avec ça, tu vas voir un peu ce que ça fait. Ça peut créer un effet de transparence avec certains dégradés. Joue avec, tu vas comprendre. J'aurais dû garder mon titre. On peut jouer avec l'opacité. Donc, si tu veux un petit peu cacher quelque chose, ben, tu peux le faire comme ça. Ou si tu veux rendre quelque chose de plus foncé, tu peux le faire comme ça aussi. S'il y avait un autre shot en dessous, on verrait que l'opacité change. Tu peux jouer avec la position de la vidéo. Tu peux jouer avec la rotation. Tu peux jouer avec la taille. Donc, si jamais tu veux faire quelque chose comme ça, agrandir comme ça, puis faire un plan comme ça, puis garder ça comme ça, et bien là, tu peux faire un crop si tu veux couper une partie de la vidéo. Toujours de droite à gauche ou en bas, et voilà. Je peux faire de la distorsion si jamais ça peut être utile. Peut-être. Et voilà, c'est ce qu'il y avait à voir là-dedans. Sinon, ensuite, on passe dans la deuxième section, ici, pour les couleurs. Donc, tu vois, dans cette section-là, il y a 3 sous-sections. Donc, tu vois, ici, on peut travailler avec l'exposition. Donc, si je veux rendre ça plus clair, plus foncé. Et celle-là, c'est quand même intéressant d'aller le mixer avec Window, Workspace, Color and Effect. Et là, on va être capable de voir tout le diagramme des couleurs et de la luminescence. Là, tu vois, si je baisse ça comme ça, je peux aller rechercher mes noirs, les plus noirs ici, puis juste m'accoter sur la ligne de 0 pour ne pas en abuser. Dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de se tenir entre 0 et 100, parce que tout ce qui dépasse le 100, c'est juste blanc, ça ne change plus rien. Ou on peut grimper ça comme ça, on peut descendre les noirs pour étirer un peu plus, redescendre un peu les blancs. Bref, tu as tout plein de façons de jouer là-dedans. Je ne ferai pas un cours là-dessus sur cette grande vidéo-là. Tu peux aussi jouer avec ta saturation. Donc ça, toujours celle de gauche ici, c'est la générale. Et quand tu bouges ceux-là, c'est que ça bouge pour tout ce qui est sombre, centré et clair. Et enfin, tu peux venir jouer avec les couleurs ici aussi. Si tu veux modifier quelque chose comme ça. Et tu as aussi d'autres méthodes pour jouer avec les couleurs. Donc, tu as le Color Board, qui est ce qu'on avait déjà. Tu as le Color Wheel, qui est une autre façon de venir jouer avec ça. Et là, tu peux vraiment jouer avec ta température, ta teinte. Bref, c'est ça. Plein d'autres options pour jouer. Et tu as aussi le Color Curves. Bref, tu as plein de façons de jouer avec des couleurs. Je te laisse découvrir ça. Ou si tu veux en savoir plus, j'ai une vidéo pour toi dans la description. La section suivante de l'inspecteur, ça va être l'audio. Donc ici, tu peux jouer avec le volume de ton audio, du clip qui est sélectionné en ce moment. Et là, si tu vas ajouter des effets audio, ben là, tu vas les voir apparaître là-dedans. Donc là, comme tu vois ici, je me suis fait un effet ici, je double-clique dessus, il est ajouté. Et là, c'est un limiter, donc là, je peux jouer avec le gain. Bref, voilà, toutes des choses que je peux modifier. Si tu ajoutes un effet audio, tu vas pouvoir venir le modifier dans cette section-là. Même principe que si tu ajoutes un effet vidéo, tu vas pouvoir venir le modifier dans cette section-là. Et le dernier, c'est Info. Donc là, ça te permet de voir des informations sur le clip qui est sélectionné. Et là, comme je te disais un peu plus tôt, si tu veux modifier quelque chose, c'est certain que ça va être là-dedans. Donc si je retourne à mon workspace original, je fais commande A comme ça. Je vois mon raccourci ici, workspace. Tu vois, c'est le raccourci que j'ai fait juste ici. Si je veux modifier quelque chose, par exemple, comme la résolution d'un projet, ben, si je viens sur mon projet ici, tu vois, quand je clique dessus, ça vient modifier ce que je vois ici. Tu vois, si je clique sur mon clip, j'ai les informations de mon clip ici. Si je clique sur mon projet, et voilà, j'ai les informations de mon projet ici. Et là, je pourrais même modifier la résolution de mon projet. Je pourrais le mettre en HD. Bref, je peux tout modifier ça à partir d'ici. C'est la même chose, par exemple, si je viens ici et que j'ajoute un titre, ben, quand je viens le mettre ici
Si jamais je veux modifier quelque chose sur le titre, ben, je le clique ici et là, tu vois, on a une section de plus, on a 2 sections de plus dans l'inspecteur. Donc, on a les paramètres du texte, donc là, il y a des animations, il y a des animations, il y a un paquet de trucs, il y a mes titres ici que je peux modifier. Et si je viens dans la deuxième section, là, j'ai vraiment mon texte sur lequel je peux ajouter un drop shadow, un outline. Je peux modifier la police. Je peux modifier tout ce que je veux avec ces options qui sont là. Donc vraiment, l'inspecteur, c'est une section super importante que tu vas sûrement chercher plusieurs fois. Rappelle-toi, si tu veux modifier quelque chose, sélectionne-le et tu vas pouvoir le modifier dans l'inspecteur à droite. C'est un peu le même principe que la barre qu'on retrouve en haut avec un Mac qui représente le logiciel que tu as sélectionné. Donc, si par exemple, je m'en viens dans Spotify, mon écran en haut change et j'ai accès au menu de Spotify. Et si je reclique sur Final Cut, j'ai le menu de Final Cut. L'inspecteur, c'est exactement le même principe. Chapitre numéro 5, le timeline ou la ligne de temps. C'est pas mal là-dessus que toute la magie se passe. C'est sur ton timeline que tu déposes tous tes clips, que tu fais tes coupures, ton mixage et absolument tout. On va regarder tous les outils qu'on peut retrouver là-dedans. Donc, nous revoici sur mon projet. On va regarder le timeline. C'est quoi le timeline? C'est toute cette partie-là. C'est là-dessus que tu vas mettre tous tes médias et il y a un paquet d'outils qui sont reliés à ça. On va les regarder un par un. On va commencer à gauche. Ici, on a l'index. L'index, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'utilise absolument jamais. Mais quand on clique dessus, on est capable de voir on est rendu où sur la ligne de temps. Quand je dis on est rendu où, c'est cette fameuse ligne-là ici qui est le skimming tool qu'on va voir un peu plus tard. Eh bien, tu vois, le skimming tool, il est ici. Et quand on clique sur des fichiers ici, ben, on est capable de voir où est-ce qu'ils sont. Tu vois, ça nous déplace et ils se retrouvent qu'à être sélectionnés en blanc ou en jaune, comme tu es capable de voir ici. Mais c'est quelque chose que j'utilise jamais. Mais tu peux rechercher quelque chose avec ça si tu recherches de l'audio ou peu importe. C'est un outil qui peut t'aider à te retrouver. Ensuite, prochain outil que j'aime beaucoup, c'est les 2 flèches qu'on retrouve ici de chaque côté du nom de la vidéo ici. Ces 2 flèches-là, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est de se déplacer d'un projet à l'autre. Donc, si par exemple, je suis dans ma bibliothèque, on va retourner à août 2023 et on retrouve les projets ici. Donc, présentement, je suis en train de monter celui-là. Mais disons que je travaille sur la version anglophone en même temps, puis qu'une fois de temps en temps, je m'en viens sur un autre ici qui est déjà terminé. Et bien là, je peux reculer avec les flèches ici, à gauche, au projet précédent, au projet précédent, au projet suivant, au projet précédent. Donc, c'est une façon rapide, sans devoir aller rechercher dans tous les projets que tu peux avoir ici en haut, en te promenant d'une flèche à l'autre. Donc, 2 outils super pratiques. On se déplace vers la droite. Juste ici, on a le Skimming Tools. Qu'est-ce que c'est le Skimming Tools? C'est que tu vois ici, quand je me déplace sur la ligne de temps, on est capable de voir non seulement à l'écran où est-ce que je suis, mais on a cette fameuse ligne-là qui se déplace. Si je désactive le Skimming Tools, eh bien là, j'ai plus rien. Je peux cliquer pour me rendre à un endroit, mais quand je me déplace, je ne vois plus mon aperçu. Donc ça, c'est quelque chose que je garde pas mal toujours activé. L'autre qu'on a juste à côté, c'est le Audio Skimming Tools. Donc là, j'ai mis mon haut-parleur sur mute pour pas qu'on n'entende rien, mais quand il est activé, on entend parler. Et je le garde activé pour la raison pour laquelle, c'est que quand je me déplace avec les flèches de droite et de gauche, je suis capable d'entendre le son que ça fait à chaque frame, et quand j'essaie de faire des coupures, ben, j'aime bien les faire par rapport au son, donc je le garde pas mal toujours activé lui aussi. Mais lui ne peut pas être activé si le Skimming Tools est désactivé. Lui peut être utilisé seulement lorsque lui est activé. Ça va de soi. Ensuite de ça, si je retourne par exemple sur ce projet-ci et que je m'en viens ici, tu vois, j'ai plusieurs
couches de vidéo et d'audio. Mais si par exemple ma couche d'audio d'effet sonore qui est en dessous, elle m'énerve, j'essaie de me concentrer uniquement sur le son qu'il y a sur cette ligne-là, je peux utiliser cette fonction-là pour désactiver tout autre son. C'est une méthode d'isolation. Donc ça isole le son de ce clip-là et ça peut aussi être utilisé avec l'option, le raccourci option S. Donc, si jamais tu es sur quelque chose, tu veux l'entendre toute seule, option S, tu vas entendre que ça désactive tous les autres sons. Ensuite de ça, l'aimant, le snapping, cette option-là, juste ici, que je garde pas mal toujours activé. À quoi ça sert? Ça fait en sorte que, disons que je veux ajouter quelque chose très précisément à cet endroit-là, et que, disons, c'est un hit ici, comme ça, que je veux ajouter, et que je viens le prendre ici et je le glisse là, tu vois, mon aimant a fait en sorte que quand je me déplace, tu vois, quand j'approche, ça vient se coller dessus. Et ça va faire la même chose si je me déplace par ici, ça vient se coller au début de chaque clip. Toute opportunité qu'il y a de se synchroniser avec le début ou la fin de quelque chose, c'est ce que ça fait, ça, comme ça crée un aimant. Si je le désactive, tu vas voir que maintenant, si j'approche, ça fait absolument rien. Je peux le déposer très exactement où est-ce que je veux. Donc, des fois, ça peut être un peu dérangeant. La plupart du temps, je trouve ça quand même très pratique. Ensuite de ça, l'autre option ici qu'on a ici, c'est pour modifier un peu la façon que tu vois ton timeline. Donc, ici, on peut faire un zoom out, on peut faire un zoom in. Je ne vais jamais là pour faire ça. J'utilise toujours le raccourci commande plus ou moins. Ça zoome à l'endroit où est-ce que je suis en plus, ça va super bien. Ensuite de ça, les autres options qu'on a ici, ça va être pour modifier quand on le veut. Si tu ne veux pas voir l'image, tu peux voir seulement tes clips en son. Tu peux ajouter une toute petite image, agrandir l'image et réduire le son, voir seulement l'image. Ou si tu veux rendre la tâche plus facile à ton ordinateur, tu peux ne rien voir du tout. Personnellement, je l'utilise comme ça. Ensuite de ça, on va passer aux effets qui se trouvent qu'à être juste ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a vraiment tout plein de choses et c'est un peu bizarre. On a des trucs qui sont quand même assez pratiques. Donc, si par exemple, je vais mettre un flou là-dessus, tu vois, je peux venir par exemple mettre un Gaussian blur par-dessus et ça devient flou et je peux jouer avec ma quantité de flou. Ça, c'en est un que je dois utiliser quand même souvent pour certaines raisons. T'en as qui sont super bien. Tu sais, t'as dans la section masque and keying, tu as des trucs qui sont super pratiques. Tu as un masque gradué que tu peux venir mettre comme ça, qui sont pratiques pour faire des doublages, cacher des trucs. Tu as plein d'opportunités de te servir de ce genre de trucs-là. Tu as des lots que tu peux aller ajouter. Il y a des trucs qui sont super pratiques. Il y a d'autres trucs qui sont vraiment très inutiles aussi, comme par exemple, je suis à peu près sûr que si je viens là-dedans, tu vois, tu peux déplacer ton... C'est des trucs qui... Ça, par exemple, c'est bien que ça soit là. Peut-être que ça peut servir des fois. Mais bon, c'est ça. T'as des trucs un peu étranges. Bref, c'est pas tout ce qui est là-dedans qui est bon. Et les effets, c'est les effets vidéo en premier. Et ensuite, t'as les effets audio. Encore là, il y a quelques trucs qui servent. Je me sers souvent de... Level Limiter, ça c'est quand même très pratique. C'est le logiciel Logic, si je ne me trompe pas, c'est lui que j'utilise. Tu as un limiter ici aussi qui est un peu mieux. Mais ça, c'est le même principe que les titres qu'on a vus ici tantôt. Tu peux en acheter, tu peux en ajouter. Et ça, j'ai toujours la vidéo dans la description si tu veux avoir des suggestions sur lesquels qui sont très pratiques et que j'utilise régulièrement. Ensuite de ça, on va passer dans la section des transitions. Donc ça, c'est l'option qui est la plus à droite, celle-là, juste ici. Et bien, même principe, ce qui vient avec, là par contre, c'est non, c'est pas le même principe. Tu as beaucoup de trucs vraiment quétaines. Sers-toi jamais de ça. C'est ridicule. Si tu vas avoir l'air amateur, tu peux t'en servir. Sinon, le seul que je te permets d'utiliser, c'est le premier ici, c'est dans All, le Cross Dissolve qui est complètement haut. Ben, dans le fond, c'est un fondu, tout simplement, entre deux clips. Tout simplement. Mais tu peux aussi en acheter. Il y en a qui sont quand même très bien. Donc encore là, la même vidéo dans la description si tu veux avoir des suggestions
de bons trucs à acheter là-dedans. Donc maintenant qu'on a terminé à la droite, on va revenir au centre dans ce coin-ci où est-ce qu'on a 3 options quand même assez intéressantes. La première ici qui est le Crop Tool. Donc si j'appuie dessus, ça fait en sorte que là tu vois ici, si je suis dans Trim, moi je pourrais, disons, couper ça comme ça. Et si je dis Done, ben ça va mettre du noir. Je l'avais jamais utilisé. C'est pas très pratique. Sinon, on a Crop. C'est celle-là que je pensais que j'étais en train d'utiliser. Donc, celle-là, tu peux vraiment couper ton image. Puis disons que je veux garder seulement ça. Je fais Done. Tu vois, ça me fait un zoom dedans. Et c'est uniquement cette partie-là que je garde. Je me sers pas vraiment de cette option-là parce que il y a d'autres façons de le faire. Soit que si je viens ici, si je sélectionne mon clip et que je fais un Scale In et que je me déplace comme ça revient pas mal au même. Donc, c'est probablement pour ça que je me sers jamais de cette option-là. Par contre, la dernière, le Ken Burns, celle-là, je vais m'en servir quand je veux aller, disons, je sais pas, je veux partir de ce coin-ci ou juste sur un clip, je veux faire quelque chose un zoom progressif. Ben, tu vois ici maintenant, quand je le fais jouer, ça fait un zoom out. Et attention, là tu vois, il y avait un effet d'accélération parce qu'il était easy in and easy out, mais tu peux y aller en mode linéaire aussi. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc une fois que tu as placé tous tes trucs, tu fais Done et voilà, c'est placé. Et j'ai oublié de dire quand j'étais là-dessus, pour faire apparaître ces options-là, c'est en cliquant avec le clic droit sur ta souris. Donc je remets ça à Trim, je veux enlever cet effet-là et voilà, maintenant il est redevenu normal. L'option suivante, c'est la fameuse baguette magique juste ici. Qui, bon, ça peut, une fois que tu as sélectionné ton clip, si tu utilises la baguette magique, tu peux l'utiliser pour faire une balance de couleurs automatique, de matcher les couleurs avec un autre clip, d'améliorer ton audio, mais ça donne rarement un résultat magique, donc je l'utilise jamais. Une autre option que j'utilise quand même assez souvent, mais avec son raccourci, c'est le Retiming Tool. Donc, si tu veux faire jouer quelque chose au ralenti plus rapidement, à une vitesse normale, mettre en pause, ça, c'est des options que j'utilise souvent, mais j'apprends les raccourcis et je viens jamais jusque-là. Donc, la façon que je l'utilise, c'est que je viens sur mon clip et j'appuie sur Commande R, ce qui me fait apparaître cette option-là au-dessus. Et à partir de là, tu vois, je peux ralentir, accélérer, ou je peux venir dans Custom et là, disons, le faire jouer à l'envers, ou je peux aussi ne pas cliquer dessus et juste venir dans le coin ici à droite pour le ralentir à la vitesse que je veux. Exactement. Sinon, il y a aussi l'option d'aller à un endroit très précis et d'utiliser l'option Shift B qui vient créer cette petite incision-là ici qui me permet de, comme ça, de faire un ralenti ici. Puis la portion en grise, c'est une zone d'accélération pour le retour à la normale ici. Donc ça, c'est quand même une très belle option. C'est si on revient ici, c'est le Blade Speed. Tu vois, le Shift B pour Blade Speed. Très, très belle option. On va annuler tout ça. Commande Z, 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 Z. Ah, et j'ai presque failli oublier de parler d'une option. Ici et ici, on a 2 minuteurs. Celui qui se retrouve qu'à être ici, c'est où est-ce qu'on se trouve sur le projet. Donc, tu vois que quand je me déplace sur le timeline, ici, le temps bouge au fur et à mesure. Donc, c'est ici que je suis. Je suis à 36 minutes, 23 secondes et 6 images. L'autre qu'on a en bas, c'est la longueur totale du projet. Donc, 48 minutes, 23 secondes et 21 images. Lorsque je sélectionne un clip, il y en a un autre qui va apparaître juste à côté. Ça, c'est la longueur du clip que je viens de sélectionner. Donc, 2 secondes et 15 images. Et un outil quand même assez important, quand je veux faire une sélection, si je prends ces 3 clips-là, ben, ça va me dire tout de suite que ça fait 10 secondes et 1 image. Donc, un autre outil quand même assez pratique. Je te recommande très fortement qu'à chaque fois que tu vas fouiller dans le menu en haut pour chercher une option et que tu finis par la trouver, de mémoriser le raccourci qui se trouve juste à côté.
J'utilise ma souris le moins souvent possible, j'utilise plutôt les raccourcis. Si tu veux te pratiquer à les apprendre plus rapidement, tu peux te commander un genre de tapis avec tous les raccourcis de chacune des touches que tu peux ajouter sur ton clavier. J'en ai aucun à te recommander parce que ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas utilisé, mais je vais quand même te laisser un lien dans la description, j'en ai trouvé quelques-uns en ligne. Dans ma tête, c'est vraiment juste un truc pour apprendre parce que, à la longue, t'en auras plus besoin. On passe maintenant au chapitre numéro 6, le montage de base. La première chose super importante à comprendre, c'est que c'est pas tous les effets que tu vas aller mettre sur ton timeline qui vont faire un bon montage. C'est ton scénario, ton histoire. Un film, ça n'a presque jamais de transition. On va retrouver des coupures ou parfois des fondus, mais c'est tout. Si tu veux avoir l'air plus professionnel, fais des coupures la plupart du temps et tu vas être déjà bien en avance de la plupart des amateurs. Deuxième point, on est rendu à ajouter les médias sur ton timeline. Avec ma façon de travailler, la première étape, ça va être vraiment de prendre à peu près tous les médias et de les mettre sur la ligne de temps. Je trouve que la méthode de classement de la librairie de Final Cut est plutôt mal faite, alors j'essaie de l'utiliser le moins possible. Plutôt, je glisse mes fichiers directement à partir de Finder dans Final Cut et je garde mes fenêtres de Finder ouvertes sur mon deuxième moniteur pour glisser au fur et à mesure tout ce que j'ai besoin. Je m'assure de tout importer à peu près dans l'ordre que je vais l'utiliser, ou presque. Ensuite, on va couper tout ce qui n'est pas nécessaire. Une fois que j'ai importé tout ce que j'ai besoin et que je l'ai classé dans le bon ordre, j'enlève tout ce qui ne sera pas utile. On a ici un premier raccourci à apprendre, commande B. B pour Blade, ou la lame en français. Tu vois un peu ce que je te disais au début? Le terme pour apprendre le raccourci fait plus de sens en anglais. Pour enlever les médias indésirables de ton timeline, tu peux les sélectionner et utiliser les touches commande X. Tu peux aussi utiliser le backspace et tu peux aussi utiliser le trimming tool. Si tu as besoin de changer l'ordre de certains de tes médias, tu peux simplement les prendre et les glisser à l'endroit que tu veux. Le fonctionnement unique de Final Cut va automatiquement boucher le trou du média que tu enlèves et repousser tout le reste à l'endroit où tu veux l'insérer. Si tu as besoin de créer un vide sans média, tu peux toujours utiliser le Custom Solid Generator ou le générateur de fond personnalisé. Par défaut, il est noir, mais tu peux l'ajuster à la couleur de ton choix. Donc, ce qui est vraiment très important à comprendre avec Final Cut, c'est que tout ton timeline est basé sur ta ligne du centre et qui peut jamais ne rien avoir sur cette ligne. Si tu enlèves un élément, le trou sera automatiquement comblé. Et si tu ajoutes quelque chose, tout ce qui suit sera automatiquement repoussé un peu plus loin. Ensuite, comme on a vu, on peut mettre des médias sur des lignes plus hautes. Ces médias sont alors automatiquement attachés à la ligne principale. Le point d'attache se fait automatiquement à partir du début du média sur le clip de la ligne principale. Donc, si on ajoute quelque chose qui fait bouger les clips de la ligne principale, tout ce qui est attaché au-dessus va bouger avec. C'est exactement le même principe pour la musique et les effets sonores qui se trouvent en dessous. C'est quelque chose qui semble souvent frustrer les nouveaux utilisateurs de Final Cut parce que c'est quelque chose de définitivement unique à ce logiciel. Dans la plupart des logiciels de montage, chaque ligne est indépendante. Personnellement, je trouve que quand on s'y habitue, c'est génial. Ce qui est très important à comprendre par contre, c'est que le point d'attache peut se changer. Comme par exemple, sur la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment, comme toutes mes vidéos tutoriels, j'ai toujours la même musique de fond, j'ai toujours le même effet sonore avant mon dernier clip, et c'est le seul que je garde. Eh bien, cet effet sonore-là et cette piste-là sont toujours attachés au dernier clip. Comme ça, je peux supprimer tout le reste de ma vidéo et ma finale va toujours être bien attachée sur le dernier clip, même si tout ce qui est au-dessus de l'effet sonore et de la piste de son change à chaque vidéo. Tout ce qui me reste à faire, c'est de retirer sur la piste sonore pour l'étirer jusqu'au début de la vidéo. Pour modifier le point d'attache, il suffit de trimmer le clip de l'avant jusqu'au point désiré et ensuite réajuster à la longueur désirée. Si jamais tu as besoin d'aide pour bien couper ta narration ou une discussion entre deux personnes, c'est-à-dire de couper les reprises ou les silences, je t'explique comment faire dans la vidéo numéro 5 dans la description.
Maintenant, voici des petits trucs pour t'aider à faire ton montage. Pour zoomer sur ton timeline, tu peux utiliser les touches commande plus et commande moins. Tu peux bouger de gauche à droite en maintenant la touche Shift de ton clavier enfoncé et en tournant la roulette de ta souris. Tu peux aussi le faire en appuyant sur la touche H comme Hand sur ton clavier et en te déplaçant en cliquant avec la souris. Tu peux trimer en amenant ta souris sur le bord des clips ou trimer les deux clips en même temps en te rendant au centre et en appuyant sur la touche T avant. Déplace-toi d'un clip à l'autre avec les flèches haut et bas. Déplace-toi image par image avec les flèches gauche et droite. Tu peux faire Play Pause avec la touche Espace. Tu peux aussi faire une pause avec la touche K comme Kilo. Tu peux faire une lecture avec L comme Lima et un avance rapide en réappuyant une fois de plus sur le L. La lecture à l'envers se fait avec Juliette et encore plus rapide avec un autre Juliette. Assurément, tu risques d'avoir besoin très régulièrement de commande Zulu pour annuler et de commande Shift Zulu pour refaire ou annuler l'annulation. On va se rendre beaucoup plus loin dans les techniques de montage dans la vidéo avancée, mais déjà avec tout ce que je viens de te donner, tu devrais être capable de faire un montage digne d'être exporté. Alors c'est exactement ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, le chapitre numéro 7, comment exporter ton projet. Donc, exporter son projet, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'il y a sur ton timeline et de convertir ça dans un fichier vidéo que tu vas pouvoir partager à n'importe qui. Rends-toi dans File, Share et Export File. Et maintenant, souviens-toi du raccourci Commande plus E pour exporter. Si le mien est différent sur mon ordinateur, c'est parce que je l'ai modifié. Si tu veux savoir comment le faire, c'est pas un paramètre de Final Cut, c'est un paramètre général du Mac et je te montre comment le faire avec la vidéo numéro 6 dans la description. Donc, l'exportation de ton projet va se faire à partir de cette fenêtre-là et elle se fait sous 3 volets. Le premier étant le volet Info. C'est ici qu'on peut choisir le nom du fichier, donc on pourrait changer le nom si tu le souhaites. On va pouvoir avoir une autre chance de le refaire un peu plus tard. Tu peux entrer une description, créer des tags, changer le nom du créateur si tu le souhaites, mais ça ne sert pas à grand chose. Ensuite de ça, on va venir dans Settings et à partir d'ici, on va pouvoir sélectionner le format. Ça, c'est quand même important. Tu vois, en ce moment, il est à Audio Only. C'est parce que le dernier projet que j'ai exporté, je voulais seulement avoir le son. Mais si on clique dessus, on pourrait aussi avoir seulement la vidéo ou dans la plupart de mes projets, je vais utiliser vidéo et audio. Pour le reste en bas, j'utilise jamais ça, donc on s'en vient ici dans vidéo et audio. Ensuite de ça, on va pouvoir sélectionner un codec dans lequel on va vouloir l'exporter. On les a vus un peu plus tôt. Apple ProRes, c'est surtout des formats qui vont être là pour partager ta vidéo à un autre monteur sans perdre de qualité. Bref, ça peut être un format qui est utile pour ça. Sinon, si tu veux partager ta vidéo, on va aller en H264. Il y a d'autres possibilités aussi. On a déjà parlé de la vidéo numéro 4 qui est disponible à regarder si tu veux avoir plus d'informations sur les codecs d'exportation. Pour ceci, je vais choisir H264. Et là, je ne sais pas si tu as vu, il y a un truc jaune qui a clignoté en bas ici. Ça nous indique la taille approximative que le fichier va faire une fois qu'il va être exporté. Tu vois, en H264, il pèse 31 GB. Si on monte en Apple ProRes, on va y aller en LT, le plus léger. Il va faire 188 GB et on pourrait l'exporter dans le plus gros format qui irait faire 900 GB. On va rester en H264. Enfin, on peut aller dans Rôle et ici, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tu vois, ça va exporter QuickTime Movie. Ce que ça veut dire, c'est que ça va faire une track vidéo qui va contenir toutes tes vidéos et tous tes titres et bref, tout ce qui est vidéo va être sur une seule track. Tu vois ici, on a une vidéo, un titre. Voilà, donc tout ça, c'est plusieurs tracks dans ton projet de montage, mais une fois que tu l'exportes, ça devient une seule track vidéo. Ça veut dire qu'une fois que c'est exporté, tu ne peux plus isoler tes titres. Ils sont par-dessus, ils sont partie intégrante et bref,
toute l'information une par-dessus l'autre sans que tu puisses la dissocier. On a ensuite le même principe pour ce qui est de l'audio. Donc tu vois ici, on a tous les dialogues, tous les effets, toute la musique. Tu vois ici, ce qui est en bleu, c'est les dialogues. Ce qui est en gris, c'est les effets. Et ce qui est en vert, c'est la musique. Donc là, encore là, c'est le même principe. On ne pourra plus les dissocier. Ils vont être tous sur la même track. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut faire et c'est de venir le mettre ici à Multi-Track QuickTime Movie. Et ça va nous séparer chacune des tracks. Donc là, on va avoir une vidéo qui contient tout, mais sous le même fichier, on va avoir les tracks d'audio qui vont être dissociables. C'est une super belle option si tu veux te donner l'opportunité de retoucher ton audio ou peut-être faire une traduction de ta vidéo du français vers l'anglais en gardant tous tes effets et ta musique au même endroit. Si tout est exporté sous la même track, si tu veux enlever la voix, ça va aussi enlever les effets et la musique. L'autre possibilité qu'il pourrait y avoir, et ça je ne l'ai jamais essayé, c'est Separate Files qui va t'exporter le tout séparément. Dans le cas de Multi-Track QuickTime Movie, fais attention si jamais tu exportes ça sur YouTube, tout ce que tu vas avoir, c'est tes dialogues et tout le reste ne sera pas pris en compte. YouTube n'aime pas ça, prendre ce genre de fichier-là. Donc souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter le tout en mode vidéo et audio. Et dans Roll, je vais l'exporter en QuickTime Movie. Et une fois exporté, je vais revenir dans Settings. Je vais dire audio seulement. Et là, je vais dire de l'exporter en fichier séparé. Peu importe ce que tu choisis, une fois que tous tes paramètres sont bien sélectionnés, il ne te reste plus qu'à appuyer sur Next et choisir l'emplacement où est-ce que tu veux enregistrer ton fichier. Comme je te disais tantôt, tu peux rechanger le nom ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ton ordinateur ait terminé le travail. Même si ton ordinateur est ultra puissant, ça peut prendre beaucoup de temps. Tout va dépendre de la complexité, de la longueur et de la résolution de ta vidéo. Et la puissance de ton ordinateur aussi. Ah oui, par défaut, tu risques de finir avec un fichier avec une extension .mov. Si jamais tu veux le partager avec quelqu'un qui a un ordinateur Windows, c'est possible qu'il y ait de la difficulté à le lire. Si jamais ça t'arrive, tu peux lui dire de renommer la fameuse extension .mov pour .mp4 et ça devrait bien aller. Si jamais tu veux pousser l'exportation un peu plus loin, tu peux le faire avec le logiciel Compressor, qui est un logiciel très lié à Final Cut, et je t'explique plus en détail comment l'utiliser avec la vidéo numéro 7 dans la description. Enfin, voilà. Si tu es nouveau dans le monde du montage vidéo, je crois que ça en fait déjà vraiment beaucoup pour aujourd'hui. Tu sais maintenant comment préparer ta plateforme de montage, créer un projet, importer des médias, faire un montage de base et même comment l'exporter. Maintenant, va à l'extérieur, prends ta caméra, filme une courte vidéo et amuse-toi à faire un peu de montage avec ça. Question de t'habituer un peu à la plateforme. Et souviens-toi, plus ton timeline est simple, meilleur devrait être le résultat. Quand tu vas te sentir plus confortable à faire ton montage, tu viendras me revoir pour la deuxième partie de la vidéo. Là, on va voir vraiment plus en profondeur plusieurs aspects du montage vidéo. Je vais te parler de mixage sonore, de mixage musical. On va parler aussi de correction de couleurs, d'ajouter des titres, des effets, comment faire des belles transitions. On va aussi parler de plugins qui sont des super outils pour t'aider à donner un résultat beaucoup plus professionnel et te faire sauver beaucoup de temps. Et on va voir aussi sûrement beaucoup d'autres choses. En attendant, va t'amuser à faire un beau montage et on se revoit bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!